Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être un petit peu différent. En fait, j'ai pris des notes et je voudrais vous parler un petit peu de comment se préparer à la volatilité qu'on a souvent en septembre en bourse d'ailleurs. Rappelez-vous, septembre 2024 et cette année aussi, on a l'air d'en avoir, en tout cas la semaine dernière, ça a commencé. Et donc, j'ai pris des notes que j'ai rassemblées, que je prends souvent dans le temps. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous parler de comment se préparer mentalement et financièrement, du coup, à de la volatilité en bourse. Et c'est des vidéos qui sont à chaque fois uniques parce que même si j'ai des notes et vous allez retrouver des éléments d'autres vidéos, évidemment, au final, c'est que des notes, c'est pas un texte que je lis. Et donc, à chaque fois, ça me permet de vous rajouter les exemples, ce qui me passe par l'esprit, etc. Et en plus, ça me permet de tester mon matos. J'enregistre cette vidéo un petit peu en amont, comme ça, j'aurai rien oublié, puisque je repars du studio un petit peu en voyage. Donc voilà pour aujourd'hui. On va d'abord parler des marchés, comment se préparer mentalement à la volatilité, notamment en étudiant ce qui s'est passé auparavant, en lisant aussi ce qu'ont dit les grands investisseurs, etc. Ensuite, on parlera de comment se préparer financièrement et aussi un petit peu de la préparation sur, entre guillemets, à quoi s'attendre, l'histoire qui se répète aussi quand on est débutant, etc. Donc tout d'abord, les corrections et les cracks, ce sont des événements récurrents. Il va falloir l'accepter à un moment, tout simplement parce que ça deviendra plus facile si on a accepté que c'est normal, que ça corrige parfois, même si la tendance sur le long terme, elle est claire et elle est à la hausse, c'est OK que ça corrige. Et quand on a de l'expérience dans le temps, on s'y fait de plus en plus. Et d'ailleurs, je donne souvent ce tableau qui montre la possibilité, ou plutôt la probabilité, d'être en baisse sur le S&P 500 au bout de 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, selon les performances historiques entre 1926 et 2020, dans l'étude que je présente à chaque fois. Et en fait, on se rend compte que si on a une vision long terme, c'est très difficile d'être en négatif sur un indice comme le S&P 500, du moment qu'on n'essaie pas de rentrer et de sortir. Ce qui me ramène d'ailleurs à ce fameux graphique que je vous montre aussi souvent sur les fonds indiciels et le fait que les investisseurs ont tendance à rentrer sur les points hauts quand il y a de l'euphorie et à sortir sur les points bas. Alors que si on était juste en train de rentrer tous les mois, par exemple, en DCA, ou tout simplement si on rentrait en une fois et qu'ensuite on touchait plus jamais, et ben la patience, en fait, ferait tout simplement le travail. Et ça, j'en parlais aussi il n'y a pas longtemps du tout dans le school. Je disais cette phrase, et je l'ai même notée parce que je la trouvais très pertinente. Sur une entreprise, une action individuelle, par exemple, si rien n'a changé fondamentalement sur une entreprise, et que le marché me propose l'action un jour à 10 dollars et le lendemain à 8 dollars, je vois pas pourquoi je changerais ma vision à l'achat sur cette entreprise. Et pourtant, émotionnellement, c'est pas ce qui se passe. Quand ça baisse, on a tendance à remettre sa thèse d'investissement en cause. Et c'est pour ça que j'aime bien en revenir au rationnel et à ce qu'on a écrit à l'époque dans son analyse. N'oubliez jamais que la bourse est un outil pour transférer l'argent de la poche des impatients dans la poche des patients. Et j'aime aussi souvent vous parler de cette analogie sur l'immobilier qui est présentée par Benjamin Graham dans le livre L'investisseur intelligent. Et en fait, il nous explique que si vous êtes propriétaire d'une maison, d'un appartement, et que vous avez quelqu'un qui, toutes les 5 minutes, vous crie à la fenêtre le prix de votre maison, si la maison a pris 10%, vous n'allez pas forcément la vendre, c'est votre maison, vous savez ce que vous possédez. Et si elle a perdu 10%, vous n'allez pas forcément la vendre non plus. Vous n'allez pas paniquer parce que sur le long terme, vous savez que l'immobilier a tendance à monter. Et ben c'est pareil en bourse. Ce que vous payez, c'est le prix, c'est l'offre et la demande à un moment T sur le marché. Et ce que vous obtenez, c'est la valeur, c'est l'entreprise, c'est ce qu'il y a derrière. Et donc à nous de payer le bon prix pour la valeur qu'on obtient. Et c'est tout le travail de l'investisseur, évidemment. Ne pas oublier aussi que les cracks, c'est pas forcément un problème à partir du moment où on investit sur une longue période. Et d'ailleurs, je dis souvent que si on a besoin d'argent à court terme, si on a un projet court terme sous moins de 5 ans, je ne pense pas que cet argent ait sa place en bourse, si on a besoin de l'argent rapidement. Avec une vision plus long terme, je trouve ça beaucoup plus pertinent. Et historiquement, d'ailleurs, je vais vous donner quelques statistiques historiques qui peuvent aussi aider à relativiser. On sait qu'on peut s'attendre à avoir une correction de 5-10% au moins une fois par an. Que des baisses de 20% et plus, donc les bear markets en anglais, les cracks, c'est tous les 4 ans en moyenne, historiquement, on s'en prend un. Donc il va juste falloir s'y faire à la volatilité. Si on a une vision long terme, c'est pas forcément un gros problème. Une très forte baisse de 30% et plus tous les 10 et 15 ans, pareil, on s'en prend une. Et c'est des chiffres arrondis, bien évidemment, mais ça donne une bonne idée
de ce à quoi s'attendre, et en fait on le visualise très bien pardon, quand on zoom out. Si on prend un graphique sur un an ou sur un mois, la bourse, elle fait pas grand-chose, ça fait des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et si vous mettez un graphique sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous avez une belle exponentielle et la tendance, elle est claire. Donc voilà, un petit peu pour la partie psychologie. Maintenant, on va passer sur le se préparer financièrement. Parce que, ok, il y a la psychologie, mais ensuite, il faut de l'argent à investir, il faut ne pas être dans la pire situation, au pire moment aussi. Déjà, je le dis toujours, avoir de l'argent de côté d'un point de vue de la gestion de ses finances personnelles. Une épargne de sécurité, personnellement, au moins 6 mois à 1 an de dépenses pour les imprévus et ne jamais y toucher. C'est vraiment pour les urgences. Et même si on a une urgence, essayez de trouver un autre moyen de payer pour cette urgence, puisque c'est la fameuse loi de Murphy. Si quelque chose de catastrophique doit arriver, il arrivera et il arrivera certainement au pire moment. Et si on est en bourse, la pire des choses à avoir, c'est de ne pas avoir d'argent de côté et d'avoir un gros problème à régler financièrement et de devoir vendre alors qu'on est en crack. C'est évidemment quelque chose qu'on veut éviter, c'est la loi de Murphy, et c'est un immense classique que d'être en bourse en plein pendant une baisse, et c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'argent. Bah, si on n'en a pas de côté, on va devoir vendre au pire moment, on va être forcé de vendre. Donc évidemment, c'est pour ça que je dis toujours, projet court terme, argent de côté, argent investi pour le long terme, pourquoi pas le mettre en bourse, avec sa stratégie évidemment, je ne vous donne pas de conseil en investissement. Aussi, pour le cash, travailler en pourcentage de patrimoine. Alors, le plus le patrimoine va grossir, le plus le pourcentage va pouvoir baisser, entre guillemets. Il est évident que si on est étudiant, qu'on a 18 ans et qu'on a 3 000 € à notre nom, bon ben, on va déjà se concentrer à faire son fonds de sécurité. Par contre, quand on commence à avoir des montants à 6 chiffres et plus investis, on peut commencer à travailler en pourcentage, dans le sens que, par exemple, avoir, je sais pas, 10-15% de cash, c'est quelque part où moi je suis à l'aise à peu près. Ce qui fait que si on a un crack, eh ben, on n'aura pas la psychologie de se dire «Oh, j'ai zéro de côté et donc je peux pas investir». Parce que clairement, être dans une baisse en bourse et ne pas avoir d'argent à investir, c'est super dur émotionnellement. Si on a un petit peu à mettre, eh ben, c'est beaucoup plus simple parce qu'au moins on peut acheter la baisse et on sait que sur le long terme, d'après notre stratégie en tout cas, si on sait forger les bonnes convictions long terme et qu'on achète les bons actifs, normalement, en tout cas c'est notre stratégie, on pense que sur le long terme ça va remonter. Euh, et par contre, à l'inverse, si on est dans un marché haussier de 3 ans, 4 ans, 5 ans, bah, le fait d'avoir toujours pas trop d'argent de côté, se limiter à 15-20% grand max du patrimoine, en tout cas moi c'est des chiffres sur lesquels je suis à l'aise, et ben on ne rate pas la hausse. On n'est pas sorti du marché sur un vent de panique, on n'a pas tout vendu, et on est dans une situation où on est majoritairement investi, ça nous protège de l'inflation, ça fait fructifier le patrimoine, etc. Aussi, je tiens à le dire, on s'y prend souvent trop tard. Et donc, pour moi, ne pas attendre que les marchés baissent pour se dire, faut que je trouve du cash à investir, mais tout le temps au quotidien, augmenter et multiplier ses revenus, avoir plusieurs sources de revenus. Ça permet de se libérer psychologiquement, aussi d'éviter les baisses, parce qu'on sait, euh, encore une fois, la loi de Murphy, perdre son emploi au pire moment, en plus pendant la crise, ça peut arriver, surtout dans des pays où on n'a pas trop de protection au niveau de l'emploi. Vous n'êtes pas tous en France, je sais que, enfin, je vous connais parce que je parle avec pas mal parmi vous dans le programme et dans le school, aux États-Unis, au Canada, en Asie, etc. Et avoir plusieurs sources de revenus en temps de crise, ça permet de rebondir et d'être plus flexible. Et aussi, bah, peut-être de travailler un petit peu plus sur certaines sources de revenus. Si on a besoin d'argent pour investir parce qu'on est dans une grosse baisse, bon, bah, on va aller charbonner un peu pour gagner un peu plus. Donc, ne pas s'y prendre trop tard. Et de façon générale aussi dans la vie, ne jamais s'ennuyer. Je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous avez un peu la même mentalité que la communauté et que moi-même. Euh, Aller apporter de la valeur ajoutée sur le marché pour créer de la valeur et recevoir en échange de ça des revenus, tout simplement bah, parce qu'on a une valeur ajoutée sur le marché. C'est quelque chose qui nous passionne et je pense pas qu'on a envie de s'ennuyer. Donc pour moi, vous voyez, toutes les idées, elles se regroupent. Et aussi, un point que j'aime bien me préciser, on en parle beaucoup dans le module sur les finances personnelles, réduire, voire éliminer totalement ces paiements obligatoires, notamment la mauvaise dette. Parce que le jour où il faudra se serrer la ceinture, on aura de la marge de manœuvre. Par exemple, si vous investissez au quotidien chaque mois 10% de vos revenus et que vous en êtes tout à fait capable et que vous avez peut-être même un petit peu d'épargne pour les loisirs, etc., le jour où il y a un gros crack, si vous êtes dans une situation financière et dans une gestion de vos finances personnelles qui est stable, vous pourrez peut-être vous serrer un peu la ceinture sur les vacances pendant les 6 mois de crash pour mettre un peu plus en bourse. Et ça, c'est possible si on se prépare en amont et qu'on a une situation financière qui est vraiment bien préparée.
Et enfin, on va finir sur la préparation un peu plus mentale, étudier l'historique, etc. Déjà, si on est nouveau en bourse, démarrer doucement, petit, régulièrement dans le temps, mettre un pied à l'étrier, ne pas mettre tout d'un coup. Et d'ailleurs, moi j'aime beaucoup l'idée de démarrer petit, même on peut démarrer à tout âge et on va démarrer avec plus ou moins de patrimoine, mais même si on démarre avec un gros patrimoine, y aller quand même doucement. Parce que les premières baisses, on a beau avoir écouté 50 vidéos qui nous disent que c'est OK, que ça va remonter, etc. Quand on voit les montants s'effacer, ça fait mal. Et aussi souvent, on me dit, oui, quand on n'en a pas beaucoup, quand on n'a pas beaucoup investi, ça fait plus mal que quand on a beaucoup investi. J'ai démarré en bourse tout petit, maintenant j'ai pas mal investi, je suis largement au-delà des 6 chiffres. Et ben, quand on a 1000 euros investis et qu'on en perd 300, bon, on bosse un peu plus et puis à la fin du mois, les 300, on les a fait. Quand vous commencez à effacer des dizaines de milliers en quelques jours, en fait, on s'y fait pas. Et c'est pour ça qu'il faut démarrer petit, parce que quand vous voyez des gros montants s'effacer, avoir un petit peu d'expérience, ça fait du bien. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée de démarrer petit. Aussi, bien évidemment, toujours se rappeler que c'est son argent. On est responsable de ses décisions. Et si je dis ça, c'est parce que du coup, ça nous force à être raisonnable. C'est notre argent, on investit que de l'argent dont on n'a pas besoin pour le long terme, et on investit en fonction de son profil. Personne qui a 20 ans n'aura pas le même profil d'investissement qu'une personne qui en a 40, 50 ou 60. Et c'est bien normal, et moi-même, le plus j'avance, le plus je diversifie, encore une fois, je gère en fonction de mon profil. Aussi, une astuce que j'aime beaucoup donner, je l'avais déjà donné dans d'autres vidéos, euh, et je l'utilise personnellement, ça m'a beaucoup aidé, c'est partager sa stratégie, en parler à la famille, à un groupe d'investisseurs, sur YouTube, dans la communauté. Parce qu'en fait, ça va nous forcer à réfléchir à 2 fois avant de faire une grosse bêtise, de tout vendre en panique pendant les cracks et ensuite de rater la hausse et de se dire j'ai raté le train. Euh, c'est plus dur à faire si on a annoncé à tout le monde qu'on était long terme. Et donc j'aime l'idée de partager sa stratégie, comme je le disais, pas forcément sur YouTube ou quoi, ça peut être juste à de la famille, dans un groupe, etc. Parce qu'en fait, ça nous fait réfléchir à 2 fois avant de prendre une décision émotionnelle. Et pour finir la vidéo, ce slide, je l'ai récupéré d'une ancienne vidéo et je l'ai trouvé excellent. Alors, je l'ai un peu modifié, comme je vous le disais, j'ai mes notes dans tous les sens. Vous verriez mon écran, ça part dans tous les sens, mais c'est pas grave. Mais c'est un peu dur ce que je vais dire, mais il faut s'y faire. Les premières baisses, elles font mal, et les baisses d'après, elles font toujours aussi mal, c'est juste qu'on a l'habitude. Et il faut partir du postulat que les émotions, on les ressent toujours, peu importe le nombre d'années, et si vous parlez des investisseurs plus ou moins expérimentés, on vous dira toujours la même chose. Euh, Être long terme, savoir rester immobile sur une chaise et ne rien faire la plupart du temps, savoir dire non à la majorité des choses qu'on propose pour juste prendre ce qui est le plus de qualité, entre guillemets, c'est le travail au quotidien d'une vie, et l'expérience aide énormément parce qu'on revoit des choses qu'on a déjà vues par le passé, mais on s'y fait jamais totalement. Voilà, je tenais à vous le partager aussi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup étudier l'histoire, l'historique, ce qui s'est passé auparavant, parce que dès qu'on arrive dans l'émotionnel, on peut se raccrocher au rationnel. C'est aussi à ça que servent les vidéos que je fais, que je partage à la communauté, etc. Parce que on en revient aux fondamentaux. Dès qu'on sent qu'on est en train de stresser, de décrocher, se raccrocher autant que possible à des choses qu'on comprend, à de l'expérience passée, en parler aux autres, etc. Et au final aussi, évidemment, prendre un peu de distance, profiter de la vie. Encore une fois, j'en reparlais l'autre jour sur le school, mais une fois qu'on a travaillé, apporté de la valeur sur le marché, bien gérer ses finances personnelles et commencer à investir, et qu'on a sa stratégie, go profiter des opportunités, être positif, et puis ensuite profiter de la vie, bien évidemment, aller vivre. Et c'est notre passion, mais ça ne doit pas non plus nous ronger, c'est un outil pour préparer notre avenir et notre futur. Donc voilà, évidemment, prendre un petit peu de recul, etc. Regarder ce qui s'est passé historiquement, en parler, ça aide. Voilà un petit peu comment, personnellement, je me prépare à la volatilité à chaque fois. Et d'ailleurs, YouTube, bah, en fait,
ça m'a rendu vraiment meilleur et vous avez vu l'évolution au cours des années. En tout cas, moi, je l'ai vu personnellement. Le patrimoine l'a vu aussi, il m'en remercie. Et j'adore cette communauté. Franchement, la dynamique qu'on a, la mentalité qu'on a, elle est exceptionnelle. Donc, je tenais un petit peu à vous remercier dans cette vidéo. Je la posterai dans quelques jours. Là, je suis sur le départ. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous pensez de ce style de vidéo. C'est très, entre guillemets, facecam. Vous voyez pas l'écran. C'est normal, hein, c'est des notes dans tous les sens. Et justement, l'avantage d'avoir ces Nox, c'est que je pars aussi dans tous les sens. Et que ça vous fait des vidéos qui, même si ce sont des concepts qu'on a déjà vus, je les reformule d'une autre façon. Et ça fait du bien parfois de se faire des appels comme ça. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne fin de journée à tous.